Bonjour à toutes et à tous. Je vais dans cette vidéo vous parler de la pression atmosphérique. J'en ai déjà parlé dans un précédent cours. J'ai fait le début du chapitre qui se trouve donc à la page 5 de votre cours. On était allé jusqu'à la page 6 en réalité, et à la page 6, on s'était arrêté à peu près au milieu de la page, c'est-à-dire ici. Donc maintenant, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis donc ensuite, je vais terminer le chapitre, c'est-à-dire à partir du milieu de la page 6, et je vais m'étendre jusqu'à la page qui se trouve ici, jusqu'à la page 9 en réalité. On va parler en vrac déjà, un petit peu de météo, de l'influence de la pression atmosphérique, l'importance de la pression atmosphérique dans la météorologie. Ensuite, je vous parlerai d'un appareil qui s'appelle le baromètre et qui sert à mesurer justement la pression atmosphérique. Ça sera à la page 7. Et puis ensuite, je vous parlerai de quelques autres unités de mesure de la pression, en particulier de la pression dans les fluides. Et je terminerai par une application de la vie de tous les jours, qui est la ventouse, en fait, qui fonctionne justement grâce à la pression atmosphérique. Alors, commençons par un très petit rappel de ce qu'on a vu sur la pression atmosphérique. Ce qu'on a vu, c'est que la pression atmosphérique, c'est en fait la pression qui est exercée par l'air qui nous surplombe, c'est-à-dire l'air, c'est ce qui constitue en fait l'atmosphère. Alors, la pression atmosphérique, c'est une grandeur qu'on appelle en général P atm, en fait, et qui dépend principalement de deux facteurs, qui est le plus important, l'altitude à laquelle on se trouve, et puis, dans une mesure un peu plus faible, la concentration des divers gaz qui constituent l'atmosphère. Alors, pour vous présenter l'importance de l'altitude, je vous avais dit d'imaginer que vous étiez soit au niveau de la mer, soit au sommet d'une montagne, et que donc, en fonction de ces deux positions, eh bien, vous avez évidemment plus de couches d'air en dessus de vous si vous êtes au niveau de la mer que si vous êtes à la montagne. Dans cette histoire, je vous avais dit de considérer entre guillemets une limite de l'atmosphère, qui serait un petit peu comme une limite d'eau, c'est où on est sous l'eau, où on est au-dessus de l'eau, en précisant quand même qu'en réalité, il n'y a pas de limite de l'atmosphère. L'atmosphère diminue de sa densité petit à petit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Au bout d'un moment, il n'y a presque plus d'air, donc on considère qu'on est en dehors de l'atmosphère. Ce qui est important de toute façon ici, c'est de comprendre que si on est au niveau de la mer, on a une certaine hauteur d'air au-dessus de nous qui est ce que j'ai appelé H-mer et qui est donc plus importante que si on se situe à la montagne. Et donc, si on est à la montagne, on a donc moins d'air au-dessus de nous que si on est au niveau de la mer, étant donné que la pression dans un fluide est donnée par ρ fois G fois H, plus la hauteur augmente, plus la pression augmente. Et c'est donc pour ça que la pression au niveau de la mer, malgré le fait qu'on soit à une altitude plus basse, comme on a plus d'air au-dessus de nous, eh bien, on subit une pression qui est plus élevée que si on est à la montagne. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la pression atmosphérique diminue si l'altitude augmente. C'est ce qu'il faut retenir, évidemment, de tout ça. Évidemment, le contraire est vrai aussi. La pression atmosphérique augmente si l'altitude diminue. Alors, je vous avais montré quelques cas de figure avec, par exemple, un paquet de chips qu'on amène depuis la plaine jusqu'à la montagne. Eh bien, l'idée, c'est que quand on est en plaine, la pression atmosphérique elle est relativement grande, celle qui s'exerce donc sur les bords du paquet, donc il va être plutôt comprimé. Et puis, quand on va aller à la montagne, la pression atmosphérique va diminuer. Et donc, du coup, il y aura moins de pression qui appuie sur les bords du paquet. Et donc, ce paquet, il pourra être plus gonflé. Donc, c'est pour ça que les emballages hermétiques, quand on va à la montagne depuis la plaine, eh bien, on voit que leur volume augmente, donc ils gonflent. Et puis au contraire, si on est à la montagne puis qu'on descend en plaine, eh bien, quand on arrive en plaine, ils sont un peu écrasés en quelque sorte. Même chose, même cas de figure pour la tête, en fait. On avait vu notre boîte crânienne, eh bien, les trous qui
sépare finalement le contenu de la tête et l'extérieur, eh bien c'est les tympans en fait. Et donc, on peut considérer exactement le même cas de figure sur les tympans, c'est-à-dire que quand vous allez à la montagne, la pression à l'extérieur des tympans va diminuer. Donc, du coup, l'air que vous avez déjà à l'intérieur de la boîte crânienne aura toujours la même pression qui est la pression en pleine. Donc, ça aura tendance à pousser les tympans vers l'extérieur. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir les oreilles bouchées. Vous entendez moins bien. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est bâiller. Et puis, en bâillant, on effectue un mouvement de la mâchoire qui permet un tout petit peu d'air de rentrer dans la boîte crânienne de manière à rééquilibrer les pressions. Et puis, cet effet d'oreille bouchée disparaît à ce moment-là. L'autre importance, l'autre paramètre qui est important dans la pression atmosphérique, c'est la concentration des divers gaz. Il se trouve que l'air, ça n'est pas un gaz en soi, hein, c'est un mélange en fait de gaz, et que ce mélange, il a des proportions hein, qui sont bien assez clairement définies. Il y a tant de proportions d'oxygène, il y a tant de proportions d'azote, il y a tant de proportions de gaz carbonique, etc., etc. Mais cependant, ces proportions, elles peuvent varier en fonction du lieu où on se trouve. Hein, c'est ce que j'ai écrit ici. Elles peuvent varier en fonction du lieu et en fonction de la température. Et ça, c'est en particulier le cas pour la vapeur d'eau. Hein, en fonction de la température, vous aurez plus ou moins de vapeur d'eau dans l'air. Et donc, du coup, ça va plus ou moins alourdir l'air. Hein, donc, en quelque sorte, ce qu'on peut dire là-dedans, c'est que la masse volumique de l'air peut varier en fonction justement de cette concentration, ces diverses concentrations de gaz. Et donc, si la masse volumique de l'air change, eh bien, la pression atmosphérique, elle va changer aussi. Alors, une dernière fois, hein, l'influence de ces concentrations des divers gaz sur la valeur de la pression atmosphérique, elle est moins importante que l'influence de l'altitude. L'altitude, c'est quand même quelque chose de très remarquable. Enfin, moi, par exemple, j'ai jamais eu les oreilles bouchées à cause du fait que l'air est plus humide ou moins humide. Par contre, en allant à la montagne, j'ai déjà eu les oreilles bouchées. Donc, cet effet d'altitude, il est important. Et puis l'autre, de la concentration des divers gaz, il est un petit peu moins important, mais il existe néanmoins. Voilà pour ce petit rappel de ce qu'on a fait la semaine passée, hein, si je me trompe. Alors, maintenant, je vais vous présenter une nouvelle unité de mesure qu'on appelle l'atmosphère et qu'on note avec les 3 lettres ATM et qui est donc une unité de mesure qui est utilisée expressément pour mesurer la pression atmosphérique. La conversion d'un atmosphère en pascal est la suivante. Un atmosphère égale 101 325 pascal. Donc, c'est une valeur, hein, une conversion comme ça. Et donc, sur quoi est basée cette valeur de 101 325 pascal? Eh bien, elle est basée sur, en réalité, on considère que 1 atmosphère, hein, donc cette valeur-là, c'est en fait une valeur de référence. En quelque sorte, on peut dire que c'est la valeur moyenne de la pression atmosphérique. Mais ce n'est pas la valeur moyenne de la pression atmosphérique. C'est une valeur qui a été définie à une certaine époque en mesurant sur tous les jours, j'imagine, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais j'imagine qu'ils ont fait plusieurs mesures dans le temps de la pression atmosphérique au niveau de la mer, donc histoire d'avoir une altitude de référence qui est le 0 mètre au niveau de la mer, et à une certaine latitude qui est la latitude de Paris. Donc c'est un choix, hein. Ils auraient pu prendre la latitude de Londres ou de Lisbonne, ou j'en sais rien quoi, mais ils ont pris Paris, hein. Je pense quand même pour des raisons qu'à l'époque de Blaise Pascal, Paris était une capitale qui avait beaucoup d'importance dans le monde et en particulier en Europe. Et donc, du coup, ces valeurs qui ont été mesurées en Pascal, eh bien, en faisant une espèce de valeur moyenne, je ne sais pas exactement comment ils ont procédé, ils ont établi cette valeur qu'on appelle la valeur de référence. 1 atmosphère égale 101 325 pascal. Alors, en fait, les valeurs de pression atmosphérique qu'on peut mesurer localement, hein, par exemple, si vous allez à Lausanne, vous pouvez mesurer la pression atmosphérique, vous allez trouver quelque chose qui n'est pas, évidemment, forcément égal à 101 325 pascal, mais ce n'est pas franchement éloigné. Vous n'allez pas trouver 200 000 pascal, ni 10 000 pascal. Vous allez trouver quelque chose qui tourne autour, hein, qui est relativement proche de cette valeur-là.
Et ça, pour Lausanne, mais ce sera la même chose si vous allez à Oslo, hein, plutôt au nord, ou bien si vous allez, je ne sais pas moi, à Dakar, hein, relativement plus proche en tout cas de l'équateur. Donc, ces valeurs locales, elles varient autour de cette valeur de référence, tout en étant relativement proches de cette valeur de référence. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Eh bien, il se trouve que les différences de pression, avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de ça évidemment, ces différences de pression atmosphériques qui ont lieu localement, elles sont à l'origine des vents. C'est-à-dire que quand vous avez une zone où il y a une grosse pression, forcément, quelque part plus loin, il y a une zone où il y a une pression plus petite. Qu'est-ce qui va se passer? La zone où il y a beaucoup de pression aura tendance à appuyer sur la zone plus petite et donc vous aurez un déplacement des mouvements d'air, des masses d'air. Donc, s'il y a un déplacement des masses d'air, c'est justement ça qu'on appelle les vents, en fait. Oups, pardon. C'est bon, voilà. Excusez-moi, voilà. C'est justement ça qu'on appelle les vents. Donc, en fait, les vents, l'origine des vents, c'est justement les différences de pression atmosphérique. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'air appartenant à une zone de pression atmosphérique élevée, s'il y a grosse pression, eh bien, l'air qui est dans la zone de haute pression aura tendance à se déplacer vers les zones où la pression atmosphérique est plus faible. Donc, du coup, en mesurant la pression atmosphérique à différents endroits, vous pouvez avoir une idée de comment vont se déplacer les vents et donc, du coup, faire des prévisions météorologiques. Et ça, c'est une des premières mesures qui a été effectuée pour prévoir la météo, prévoir le temps qu'il va faire, c'est de mesurer la pression atmosphérique. Évidemment, depuis un certain nombre d'années, on a des satellites, on peut faire des mesures à différents endroits, à différentes altitudes. Donc, on se base sur beaucoup d'autres choses que la pression atmosphérique pour établir ces prévisions météorologiques. Mais dans les balbutiements de la météo, la chose qu'on mesurait principalement, c'était la pression atmosphérique. Alors, on a défini ce qu'on appelle une dépression. Alors, une dépression, c'est une zone à la surface de la Terre où la pression atmosphérique est considérée comme basse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une basse pression atmosphérique? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une valeur de référence qui est 101 325 pascal. C'est donc une valeur de référence. Eh bien, si vous mesurez la pression atmosphérique, par exemple à Lausanne, et que vous trouvez que la valeur que vous mesurez elle est plus petite que ces 101 325 pascal, c'est-à-dire plus petite qu'un atmosphère, alors du coup, on dit qu'on est dans une zone de dépression. On considère que la pression est basse. Et donc, il s'agit d'une zone de dépression. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une zone de dépression? Eh bien, quand vous avez une zone de basse pression, forcément, cette zone de basse pression, autour d'elle, il y a des autres zones qui sont forcément plus grandes en réalité. Si par exemple, je ne sais pas moi, je fais plusieurs zones ici, je ne sais pas, si je mets ici vous avez, je ne sais pas moi, 102 000 pascal, ici vous avez 101 000 pascal, et puis ici vous avez carrément 100 000 pascal, eh bien, ici peut-être que vous aurez 103 000 pascal. Donc si vous voulez, cette zone-là qui est la plus basse, elle est entourée d'une zone plus élevée, qui est encore entourée d'une zone plus élevée, et elle est sandwichée en quelque sorte dans une zone, par deux zones qui sont plus élevées. En fait, c'est le proverbe, après la pluie vient le beau temps, et donc après le beau temps, il y a la pluie aussi. Si vous avez une zone de basse pression, forcément, quelque part autour d'elle, il y a des zones où la pression est plus élevée. Donc, j'ai schématisé ce que je viens de vous dire par ceci. Vous avez deux zones de haute pression qui prennent en sandwich une zone de basse pression. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme le tube de mayonnaise. Vous appuyez, les tubes de haute pression vont appuyer en direction de la basse pression, donc appuyer comme ceci et comme cela. Et donc, l'air qui se trouve dans la zone de basse pression n'aura d'autre choix que de monter. Il pourrait descendre aussi, puisqu'il est compressé.
Mais en fait, en bas, là, il y a le sol. Donc, du coup, il ne peut pas descendre. Il ne peut que monter. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des courants d'air qui vont monter, en quelque sorte, ici. Je parlais du tube de mayonnaise. Si vous pressez sur un tube de mayonnaise, la mayonnaise va partir en haut et en bas. En haut et en bas, pardon. Mais comme en bas, il y a la fin du tube, elle ne va pas sortir par le tube. Elle va sortir que par l'ouverture qui se trouve en haut. Enfin, elle va sortir que par l'ouverture. Donc, en gros, l'ouverture, mon analogie, l'ouverture du tube de mayonnaise, elle s'effectue ici. Donc, en définitive, qu'est-ce qui se passe? On a des courants d'air qui vont monter. Et donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Et on a des courants d'air ascendants. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces courants d'air ascendants? Ils vont prendre avec eux la vapeur d'eau, qui se trouve en général à la surface de la Terre, et donc vont s'accumuler dans le ciel, dans la zone de basse pression, des nuages. Et donc, qui dit nuage, dit pluie, précipitation, et donc plutôt un mauvais temps. Donc, si vous mesurez une pression atmosphérique qui est considérée comme basse, c'est-à-dire inférieure à 1 atmosphère, inférieure à 101 325 pascal, on considère qu'on est dans une zone dite de dépression, et donc ça, c'est plutôt annonciateur de mauvais temps. Et puis, maintenant, si au contraire, vous faites cette mesure, et puis que donc la mesure de la pression atmosphérique, et que vous trouvez que vous avez une valeur qui est supérieure à la valeur de référence. Dans ce cas-là, on considère que la pression atmosphérique, à cet endroit-là, elle est haute, et on va parler d'un anticyclone, une zone d'anticyclone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une zone ici que j'ai représentée en rouge, ici, qui est une zone de haute pression. Forcément, cette zone de haute pression, elle est sandwichée par des zones de basse pression, des zones où la pression est plus petite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'air qui est dans la zone où la pression est plus élevée aura tendance à pousser en direction, sous l'effet de la gravité, du bas et sur les côtés, c'est-à-dire en direction des zones de basse pression. Donc, cet air qui se trouve dans la zone de haute pression aura globalement tendance à descendre. Donc, on va avoir des courants d'air descendants. Du coup, comme ils vont chasser l'air un peu sur le côté, c'est-à-dire sur les zones de basse pression, eh bien, ils vont chasser l'humidité qui est avec, et donc on aura plutôt une zone avec un air chaud et sec. Et donc, un air chaud et sec, il n'y aura pas de nuages ici, pas de nuages, et donc du coup, il y aura plutôt un beau temps. Donc, quand vous mesurez la pression atmosphérique et que vous obtenez une valeur élevée, c'est-à-dire au-dessus de 101 325 pascal, on considère qu'elle est haute et qu'il s'agit donc d'une zone dite d'anticyclone, eh bien, c'est plutôt annonciateur de beau temps. Un cyclone, vous savez ce que c'est, il ne fait pas très beau justement dans un cyclone, donc anticyclone, c'est justement le contraire, c'est quand il fait. Donc, si vous mesurez la pression atmosphérique, vous pouvez avoir une idée du temps qu'il va faire, plus ou moins, s'il va plutôt faire beau ou plutôt faire mauvais. Et il se trouve que historiquement, c'était important, par exemple dans nos contrées, qui est quand même, par exemple le canton de Vaud, qui est un canton où il y a beaucoup d'agriculture, et ça a toujours été le cas. Donc en fait, à l'époque, les agriculteurs avaient besoin d'avoir des connaissances, si possible, du temps qu'il allait faire, en fonction des récoltes, en fonction des travaux qu'ils allaient effectuer pendant la semaine. Donc c'était important pour eux de savoir, pas forcément très précisément, mais s'il allait faire beau ou si, au contraire, il n'allait pas faire beau. Et donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait des baromètres. Donc, le baromètre, je vais en parler dans un petit moment, c'est l'appareil qui sert à mesurer la pression atmosphérique. Et donc, l'idée, c'était de mesurer la pression atmosphérique grâce à ce baromètre. Et il y en avait à peu près un dans chaque village, en général près de la place centrale, près de l'église. Et donc, en mesurant la valeur de la pression atmosphérique, les paysans pouvaient avoir une idée du temps qu'il allait faire et donc pouvaient s'organiser par rapport à leur récolte et leur culture. Alors, maintenant, on continue avec justement le baromètre. Alors, malheureusement, on n'est pas en classe aujourd'hui et on ne va pas y retourner de sitôt, donc je ne peux pas vous montrer ce que c'est qu'un baromètre. On en a en classe et
Mais bon, toutes les explications que je vais donner maintenant, j'aurais pu les montrer concrètement sur un appareil qui est donc ce qu'on appelle un baromètre. Alors, un baromètre, c'est un instrument qui est utilisé pour mesurer la pression atmosphérique. Donc, c'est utilisé en physique, hein, mais évidemment, bien sûr, en météo, hein, principalement d'après tout ce que je viens de vous dire. Alors, le premier baromètre, c'est ce qu'on appelle le baromètre à mercure. Il a été inventé par un Italien qui s'appelait Evangelista Torricelli, qui a vécu de 1608 à 1647. Il n'a pas fait vieux, en fait, ce pauvre garçon. Il a vécu donc 39 ans, hein, si je compte bien. Mais en 39 ans, il a quand même laissé pas mal de choses à la physique. Hein. C'était un physicien et un mathématicien italien, comme je vous l'ai dit et comme son nom le laisse penser, qui était un disciple de Galilée. Hein, donc, il a eu comme professeur Galileo Galilei, qui est très important en physique. Et donc, ce Torricelli, il est connu pour avoir inventé donc, le baromètre en 1644 et pour avoir, avant d'inventer le baromètre, mis en évidence ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Ça ne tombe pas sous le sens, cette histoire de pression atmosphérique, parce que nous, on est à la surface de la Terre, on est du verbe naître, hein, bien sûr, et on est à la surface de la Terre, du verbe être. Et en fait, cette pression atmosphérique, on ne la remarque pas en réalité. On ne se rend pas bien compte qu'elle existe et qu'elle agit sur nous, parce que justement, on est habitué à faire avec. Quand est-ce qu'on commence à la sentir? Eh bien, si on prend l'avion, et puis qu'on monte en altitude de manière rapide, ou qu'on prend une moto, une voiture, puis qu'on va à la montagne de manière rapide. Mais vous imaginez bien qu'à l'époque, hein, en 1644, il n'y avait ni avion ni voiture. Donc, même si vous alliez à la montagne, votre corps il avait le temps de s'habituer au fur et à mesure de la montée, et puis finalement, vous ne la sentiez pas, cette pression atmosphérique. Donc, lui, il l'a mise en évidence, et donc ensuite, il a inventé le baromètre à mercure pour la mesurer. Alors, comment cet instrument fonctionne-t-il? Vous allez voir, c'est un principe relativement simple, mais néanmoins très ingénieux. C'est basé en fait sur le principe de fonctionnement du baromètre à mercure, donc, hein, il est basé sur l'équilibre des forces. Alors, le principe est le suivant. Vous avez un bassin qui est ici et qui est ouvert, c'est-à-dire sur lequel l'air ambiant peut appuyer. Il n'y a pas un couvercle. À l'intérieur de ce bassin, vous mettez donc du mercure. On peut faire le truc avec n'importe quel liquide, mais on a choisi de prendre du mercure. À la fin de la présentation, je vous dirai pourquoi. Et puis maintenant, là-dedans, on vient renverser un tube qui est fermé et qui contient un petit peu de mercure. Donc là, il y a du mercure ici. Toute la zone de mercure, peut-être que je devrais la dessiner en une autre couleur, hein, en jaune ici. Donc là, vous avez du mercure, tout ici, tout là et tout là. Tout ça, c'est du mercure. Et donc ici, on a une colonne de mercure, et puis en dessus du mercure, dans le tube, ça c'est très important, il doit y avoir du vide. Très important, du vide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs forces qui agissent ici. Alors, les forces en question, peut-être que je n'ai pas besoin d'effacer, donc si je n'ai pas besoin, je le garde. Voilà. Alors, les forces en question, il y en a de deux types en fait. Hein. Alors, bien entendu, il y a la colonne de mercure. Cette colonne de mercure, sa tendance, je vais tout effacer, ce sera mieux. La colonne de mercure qui se trouve donc dans le tube ici, hein, dans le tube renversé, la tendance de la colonne, c'est évidemment de tomber sous l'effet de son propre poids. C'est ce que j'ai écrit ici. Cette colonne, elle a tendance à descendre sous l'effet de son propre poids. Donc, logiquement, ce qui va se passer, c'est que cette colonne, elle a tendance à descendre, et donc, du coup, ça augmente le niveau ici, hein, puisque le mercure, il faut bien qu'il passe quelque part. Donc, sur les côtés, ici, il y a une force, en quelque sorte, c'est le mercure qui remonte. Hein. Donc, on a une augmentation du niveau de mercure dans le bassin qui, je vous rappelle, est ouvert. Hein. Ça, c'est très important. Mais il y a autre chose qui intervient sur ce bassin ouvert, eh bien, c'est qu'il y a la pression atmosphérique. Il se trouve que la pression atmosphérique, c'est-à-dire toute la colonne d'air qui est en dessus, hein, qui est partout en fait, elle a tendance à appuyer sur ce mercure. Et donc,
ce mercure qui se trouve à la surface ici, hein, eh bien, il est soumis en quelque sorte à deux forces. Une force qui vient de la pression atmosphérique qui l'appuie contre en bas, et une force qui vient de la colonne qui le fait remonter. Alors, si vous regardez un petit peu ce qui se passe ici, eh bien, si vous avez la pression atmosphérique qui appuie sur le mercure, eh bien, ce mercure, il faut bien qu'il parte quelque part, donc il aura tendance à remonter ici dans le tube. Donc, il y a deux tendances, une qui le fait descendre dans le tube, une qui le fait remonter. Alors, bien entendu, comme ces deux tendances sont contraires, en fait, hein, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une situation d'équilibre, en fait. Hein. Les deux tendances vont s'annuler, on va avoir un équilibre. Et donc, ces forces de poussée qui s'exercent de part et d'autre vont se compenser. C'est pour ça qu'on obtient une situation d'équilibre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la pression qui est exercée par le mercure dans la colonne ici, c'est la pression du mercure, eh bien, elle va exactement compenser la pression atmosphérique qui s'exerce sur les côtés du bassin. Donc, si je dessine les choses en rouge, vous avez la pression atmosphérique qui a cette tendance-là, qui a tendance à faire bouger le mercure à l'intérieur du tube, et puis en vert, la pression du tube qui a tendance à faire justement sortir le mercure. Et quand il y a équilibre, il ne se passe ni l'un ni l'autre, donc ça veut dire que ces deux pressions sont égales. Donc maintenant, si on écrit un petit peu les choses, vous avez la pression atmosphérique d'une part, en rouge, hein, c'est celle-ci, qui est égale à la pression du mercure que j'ai dessiné en vert, qui est dans le tube. Mais cette pression du mercure, on peut l'écrire comme ρGH. C'est la pression d'un fluide qui est la pression du mercure. Donc, il faut connaître la masse volumique du mercure, et ça, c'est une valeur qui est connue, 13 546, des fois on écrit 13 600 hein, kg par mètre cube, fois G, qui est 9,81 mètres par seconde carré, ou newton par kilo, et la hauteur qui correspond justement à cette hauteur de mercure dans la colonne. Donc, si vous mesurez cette hauteur, avec une règle en fait, hein, tout simplement, vous connaissez cette valeur de H, comme on connaît ρ et comme on connaît G, eh bien on peut calculer la pression du mercure, et comme on est à l'équilibre, ça correspond à la pression atmosphérique. Donc c'est comme ça qu'on peut mesurer cette pression atmosphérique, qui va nous donner des pascals hein, en principe, donc après il faut faire la conversion en atmosphère. Alors maintenant, imaginons donc que vous avez construit cet appareil, ce baromètre. Vous avez la valeur qu'on appelle de référence, qui est donc 1 atmosphère égale 101 325 pascal. C'est la valeur de référence, je ne me suis pas trompé? Non. Donc cette valeur de référence, ça correspond à une certaine hauteur. Donc cette hauteur, on la note sur le tube. Hein. C'est la valeur de référence, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Dans les deux cas, c'est évidemment la même. Si dans la réalité, la pression elle est haute, ça veut dire que vous avez une pression qui est supérieure à 1 atmosphère, donc qui est supérieure à cette valeur de référence. Comme cette pression, elle est égale à ρ fois G fois H, où ρ c'est le mercure, hein, bien sûr, et bien du coup, vous allez avoir une hauteur qui est plus grande que cette hauteur de référence. Donc, vous allez avoir le mercure qui aura tendance à monter dans la colonne, et donc vous allez mesurer une certaine hauteur qui est grosse, qui correspond donc à une grande pression. Donc, si vous mesurez la hauteur en dessus de la valeur de référence, ça veut dire que la pression, elle est en dessus de la pression de référence. Donc, en dessus de la pression atmosphérique. Donc, du coup, il s'agit de ce qu'on appelle un anticyclone. Si, au contraire, alors là, je vais effacer un petit peu les choses, hein, pas tout, pof, je vais effacer ça, voilà. Si, au contraire, voilà, tout ça, j'efface, voilà, ok. Donc, maintenant, si vous avez une pression, vous mesurez la pression qui est basse. C'est-à-dire que vous mesurez une pression atmosphérique qui est cette fois plus petite que cette valeur de référence, hein, plus petite que 1 atmosphère.
La valeur de référence, elle est ici. Donc, encore une fois, comme la pression, c'est ρ fois G fois H, si la pression elle est petite, ça veut dire que H est petit, a diminué. Hein. Donc, vous allez avoir une hauteur qui est plus petite ici. Hein. Le H, là, la hauteur qu'on retrouve ici, en fait, elle est plus petite. Et donc, il suffit, si vous mesurez cette hauteur en dessous de la valeur de référence, il n'y a même pas besoin vraiment de la mesurer, il suffit juste de voir qu'elle est en dessous de cette ligne que j'avais dessinée en vert, en fait, ici. Voilà, si elle est en dessous de cette ligne verte, vous savez que c'est une petite hauteur, donc que c'est une petite pression, et si c'est une basse pression, eh ben, on est dans une zone qui s'appelle une zone de dépression. Et donc, on imagine que dans cette situation-là, il va faire mauvais temps. Donc, c'est plutôt annonciateur de mauvais temps, ça. Ça, c'est pour tout ce qui concerne le baromètre. Je ne crois pas qu'il y ait encore un transparent. Voilà, c'est bon. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer de baromètre puisque donc, ils sont au gymnase et que je n'en ai pas ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes souvenirs, il faudrait vraiment en avoir le cœur net, sur le tube, il y a une graduation, mais pas une graduation en termes de valeur en général. Parce que le but d'un baromètre, au début, c'était pas forcément de mesurer précisément la pression atmosphérique, c'était juste de donner une indication s'il allait faire beau ou pas. Donc en fait, ici, ça aurait été marqué plutôt beau temps. Et puis ici, ce serait plutôt marqué pluvieux, pluie. Puis encore plus bas, orage, catastrophe. Et puis ici, ce serait un temps très beau, je ne sais pas, ciel complètement bleu, quoi. Voilà, bleu. Donc en fait, sur la graduation, au lieu d'écrire véritablement des valeurs en Pascal qui ne parlent que à des physiciens ou des gens qui font de la météo, pour le commun des mortels, c'est plus intéressant de savoir s'il va faire beau ou s'il ne va pas faire beau. Donc du coup, la graduation, elle est plutôt en termes d'appréciation de l'état du ciel et de la météo. Alors, je continue, j'en ai encore quelques petits trucs à vous présenter, j'ai relativement vite fini. Donc, autre unité de mesure, la première unité que je mesure, que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle le millimètre de mercure. Alors, millimètre de mercure, on note ça mm comme millimètre, bien sûr, et puis le mercure, comment on appelle ça, son abréviation dans le tableau périodique des éléments, c'est H majuscule G. Donc, c'est pour ça qu'on écrit ça mmHg pour millimètre de mercure. Et donc, le millimètre de mercure, on appelle ça aussi le Thor, en hommage, bien sûr, à Evangelista Torricelli, qui a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, inventé le baromètre à mercure. Donc, un Thor, c'est 1 mm de mercure. C'est la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est concrètement un Thor ou 1 mm de mercure? Eh bien, ça représente la pression qu'exerce une colonne de mercure, puisqu'il s'agit d'un millimètre de mercure, et qui a une hauteur de 1 mm. Donc, calculons cette valeur. La valeur, c'est la masse volumique du mercure, c'est-à-dire 13 546, ou 13 600, à peu près, quelque chose comme ça, fois G, qui est donc 9,81 newtons par kilo à la surface de la Terre. Et donc, dans notre histoire, il faut mettre une hauteur qui correspond à 1 mm. Hauteur qui doit bien sûr être exprimée en mètres, donc 0,001 mètre. Donc, quand vous faites ce calcul, vous trouvez que 1 mm de mercure, c'est en réalité 132,88 pascal. C'est cette valeur-là. Un Thor, je vais y arriver, voilà, un Thor égale 1 mm de mercure, c'est 132,88 pascal. Donc, vous pouvez faire la conversion des deux. Alors maintenant, sachant que 1 atmosphère, c'est 101 325 pascal. Vous divisez par 132,88, qui est le nombre de pascal qu'on trouve dans 1 mm de mercure, et vous allez trouver combien ça fait de millimètres de mercure.
Et la réponse, c'est 760 mm de mercure. Alors, 760 mm, ça fait quoi? Ça fait 76 cm. Donc, ça veut dire que 1 atmosphère, c'est 76 cm. Donc, dans notre histoire, si je reprends mes graphiques précédents, pas mes graphiques, mes tableaux précédents, la hauteur qui correspondait au niveau de référence, c'est-à-dire ça c'est 1 atmosphère, eh bien c'était 76 cm. Vous voyez que c'est déjà gros, hein, 76 cm c'est déjà pas mal hein, en termes de hauteur. Et évidemment, c'est pour cela qu'on utilise du mercure. C'est parce que si dans cette histoire, au lieu d'avoir pris du mercure, on avait pris par exemple de l'eau, eh bien ici, il ne faudrait pas prendre la masse volumique du mercure, mais il faudrait prendre la masse volumique de l'eau, qui est seulement de 1000 kg par mètre cube. Donc comme on a une masse volumique plus petite, eh bien ici on aurait trouvé une masse volumique plus petite, et donc ici, pour compenser, il faudrait plus de hauteur pour mesurer la pression atmosphérique. En réalité, on peut faire un calcul très simple, hein. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique du mercure, c'est environ 13 600 à peu près kilos par mètre cube. Donc, il y a un facteur, il faut faire fois 3,6, fois 13,6. Donc, si vous mettez de l'eau à la place du mercure, ben ici, vous allez trouver quelque chose qui est 13,6 fois plus petit. Donc, pour compenser, il va falloir une hauteur qui est 13,6 fois plus grande. Donc, au lieu d'avoir 76 cm, il faudra 76 fois 13,6, ce qui fait environ 10 mètres. Donc, ça veut dire que si vous voulez construire un baromètre, non pas à mercure, mais avec de l'eau, vous pouvez, mais il faut qu'il fasse 10 mètres de haut. Donc ça ne se met pas n'importe où. 10 mètres de haut, c'est grand. Hein. C'est l'équivalent de 3-4 étages. Donc, c'est pour cela qu'on a justement utilisé du mercure, que Torricelli a utilisé du mercure dans ses baromètres. C'est parce que le mercure, c'est le liquide qui a la plus grande masse volumique et donc qui permet d'avoir la hauteur la plus petite possible. Mais dans l'absolu, on pourrait faire ça avec n'importe quel liquide. Encore une unité de mesure qu'on utilise pour mesurer les pressions, c'est ce qu'on appelle le bar, qui se note tout simplement BAR. Alors, ça, c'est une unité de mesure de pression qu'on utilise pour mesurer la pression dans les fluides, donc, surtout les gaz en réalité, mais aussi l'eau. L'eau aussi, hein, qui est utilisée en plongée sous-marine. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà fait de la plongée. Mais quand on mesure la plongée, la pression, quand on va en plongée, eh bien, on utilise des barres, hein, justement. Les montres qui permettent de savoir à peu près quelle est la pression, eh bien, elles ont des unités de mesure qui sont des barres. Alors, un bar, c'est 100 000 pascal, donc 10 puissance 5 pascal. Alors, je vous rappelle qu'un atmosphère, c'est 101 325 pascal. Donc, c'est clair que 101 325, ce n'est pas la même chose que 100 000, mais c'est quand même à peu près égal. Donc, un bar et un atmosphère, c'est à peu près la même chose. Hein, mais ce n'est pas la même chose. Un bar, c'est vraiment 100 000 pascal. Donc, c'est juste un facteur 100 000 et puis on n'en parle plus. Alors, ces appareils dont je vous parlais tout à l'heure qui permettent de mesurer la pression, ce ne sont pas des baromètres, puisque le baromètre, c'est pour mesurer la pression atmosphérique. Ce sont ce qu'on appelle des manomètres. Petit exemple de mesure de pression, les pneus de voiture, ou de vélo, n'importe quoi. Si vous gonflez un pneu avec une pression de 2 bars, d'après la formule qu'il y a ici, 2 bars, eh ben, ça veut dire que c'est 2 fois 10 puissance 5 pascal, donc 200 000 pascal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un bar, c'est à peu près égal à 1 atmosphère. Donc, s'il y a 2 bars, ben, c'est à peu près égal à 2 atmosphères. Donc, ça veut dire que la pression dans le pneu, elle est à peu près 2 fois plus grande que la pression atmosphérique.
Évidemment, il faut que ce soit plus grand que la pression atmosphérique, parce que si c'est la pression atmosphérique, votre pneu il est complètement dégonflé. C'est-à-dire qu'il y a autant de pression de part et d'autre de la paroi du pneu. Il faut qu'il y ait une plus grande pression à l'intérieur pour qu'il soit gonflé. Et donc, si vous mettez 2 barres, la pression à l'intérieur sera 2 fois plus grande que celle à l'extérieur. Et donc, votre pneu sera gonflé. Alors maintenant, à savoir, est-ce que c'est suffisant pour supporter un vélo, une voiture, ce genre de choses? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas la pression qu'on doit mettre dans les pneus de voiture, par exemple, ni d'ailleurs dans les vélos. Voilà pour ces unités de mesure. Alors, je vais terminer ce chapitre sur la pression atmosphérique en vous présentant une application très courante dans la vie de tous les jours qui est la ventouse. Donc la ventouse, vous avez probablement déjà vu ça, c'est en général on a un petit rond comme ça avec un petit crochet comme ça, et puis par ce crochet on vient par exemple mettre, je sais pas, dans les cuisines on met un linge, on accroche un linge, et puis donc cette ventouse on l'accroche contre un mur. Alors ici j'ai représenté la situation vue de profil, vous avez donc ici un mur, et puis donc ici vous avez la fameuse ventouse. Alors au début, quand vous arrivez avec votre ventouse et puis que vous la placez contre le mur, eh bien cette ventouse, dessous, il y a un peu d'air. Donc il y a une pression atmosphérique à l'intérieur et il y a une pression atmosphérique à l'extérieur. Au début, avant d'appuyer dessus. Donc avant d'appuyer sur la ventouse, la pression est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique. Donc en fait, il ne se passe rien du tout. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire tenir une ventouse? Eh bien, on appuie dessus. On appuie avec une force comme ceci. Là. On appuie comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'air qui est à l'intérieur de la ventouse, il va s'échapper par les côtés, ici. Alors, évidemment, comme c'est rond, ça s'échappe de partout. Donc, ici, 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 ça s'échappe dans tous les sens. Mais là, comme j'ai dessiné des choses de profil, ça s'échappe par en bas et par en haut. Ça s'échappe en fait de partout. Alors, comme cet air s'est échappé, du coup, il n'y en a plus sous la ventouse. Qu'est-ce qu'on a en définitive? Eh bien, on a une situation où vous avez du vide, en réalité, sous la ventouse. Donc, on a à l'extérieur la pression atmosphérique qui appuie. Avant, il y avait la pression atmosphérique aussi à l'intérieur qui appuyait dans l'autre sens, donc du coup, il ne se passait rien du tout. Mais maintenant qu'on a chassé l'air et qu'il y a du vide, eh bien, du coup, il n'y a plus cette pression atmosphérique à l'intérieur. Il y a du vide. Tout ici, c'est vide, en fait. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est l'air qui va exercer une pression qui est la pression atmosphérique, qui va donc appuyer la ventouse contre le mur et qui va donc la plaquer contre le mur. Donc, en quelque sorte, la ventouse, si elle tient, c'est grâce à la pression atmosphérique. Pour augmenter la fiabilité, on va dire, d'une ventouse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut conserver ce vide. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui arrive à re-rentrer par en dessous ici. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une surface du mur lisse. Ça, c'est le mieux. Si la surface n'est pas lisse, ça ne va jamais tenir. Donc, c'est pour ça que ça tient bien sur des carrelages, sur des capelles. Ça tient bien sur des vitres aussi. Mais si vous mettez une ventouse sur une brique, sur un mur en crépi, ça ne va jamais tenir parce que justement, la surface n'est pas lisse, donc il y a des petits espaces par lesquels l'air peut s'infiltrer et donc anéantir ce vide qui est à l'intérieur. Et puis, même si la surface est très lisse, ce qu'on peut faire pour améliorer la chose, c'est qu'on veut garder ce vide. Donc, on veut améliorer l'étanchéité finalement de la ventouse. Et donc, une des techniques, c'est de mouiller en fait la ventouse, ou mouiller le mur, de manière à ce que là où elle est en contact, ce soit mouillé. Et donc, du coup, vu que c'est mouillé, l'air a plus de difficulté à s'introduire ici sous la ventouse. Donc, c'est pour ça qu'en général, on la mouille un petit peu avec de l'eau pour augmenter l'étanchéité et donc s'assurer qu'on ait un vide qui tienne le plus longtemps possible et donc du coup que l'effet de la pression atmosphérique se fasse le plus longtemps possible et c'est lui, elle plutôt cette pression atmosphérique qui encore une fois plaque la ventouse contre la paroi
et qui permet donc de tenir des choses.